Oui, donc bonsoir, Vincent Caillez. Donc, petite précision, c'est qu'il y aura trois sous-parties à cette présentation. Une partie, enfin, qui m'ont été demandées, une partie, donc, généralité sur le changement climatique, une deuxième sur qu'est-ce qui est en train d'évoluer déjà sur le Massif central en général et sur la Corrèze, et puis une dernière partie agroclimatique qui sera présentée par Stéphane Martignac. Et comme c'est assez long, on prendra les questions à la fin de chaque sous-partie. Voilà. Et les sujets sont un petit peu différents. Donc moi, je m'appelle Vincent Caillez et je suis climatologue. Donc je suis mis à disposition par Météo France au sein du réseau des chambres d'agriculture pour m'occuper de projets d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et donc je suis basé à la chambre d'agriculture de la Creuse où j'habite. Enfin, j'habite à Guéret. Voilà pourquoi. Donc, je vais d'abord vous présenter le changement climatique d'une manière générale, c'est-à-dire l'effet de serre et climat, et ensuite les deux autres sous-parties. Moi, je m'occuperai donc ça sera dans le cadre du projet AP3C pour adaptation des pratiques culturelles au changement climatique. On vous donnera plus de détails ultérieurement. Je présenterai le contexte et le volet climatique, et ensuite je donnerai la parole à Stéphane Martignac pour la suite. Donc, le principe général de l'effet de serre, c'est donc le fait que l'atmosphère a des réactions avec le rayonnement du soleil. Alors, il se trouve que le rayonnement solaire qu'on dit visible parce que nos yeux s'y sont adaptés, essentiellement dans la plus grande couleur, donc c'est la couleur jaune, mais il y en a dans tout le spectre. L'atmosphère est transparente à ce rayonnement. C'est juste un petit peu diffusé, c'est pour ça que le fond de ciel est bleu. Mais ça ne stocke presque rien donc du rayonnement solaire. Par contre, donc ce rayonnement solaire arrive au sol, et une fois qu'il est arrivé au sol, eh bien là, vous avez le sol qui se réchauffe, donc c'est symbolisé ici. Et une fois qu'il se réchauffe suffisamment, il réémet donc des rayonnements vers l'atmosphère sous des plus grandes longueurs d'onde qu'on appelle des infrarouges. Et là, l'atmosphère n'est pas transparente aux infrarouges. Il y a un certain nombre de composés gazeux à l'intérieur de l'atmosphère qui captent ces rayonnements infrarouges qui sont réémis par le sol. Et donc, ce sont des gaz à effet de serre. Alors, c'est une expression qui... c'est équivalent au fait qu'on aurait mis une vitre au sommet de l'atmosphère. Donc, ça renvoie donc, le rayonnement vers le sol. Là, ce sont les gaz qu'on dit à effet de serre, donc, qui captent le rayonnement infrarouge. Donc, ça réchauffe l'atmosphère. Donc, on peut comprendre que si on modifie la composition de l'atmosphère, en particulier dans ces gaz à effet de serre, eh ben, on réchauffe l'atmosphère. Eh ben, effectivement, donc on a modifié assez fortement donc, la teneur en gaz à effet de serre de l'atmosphère. Donc, ce que vous voyez, on va regarder uniquement les courbes bleues et rouges. En évolution depuis 400 000 ans, donc les teneurs en CO2 en bleu et les températures en rouge au niveau donc, des carottages de glace qui sont faits dans les pôles. C'est-à-dire on va creuser des trous dans les glaciers, on va analyser les bulles d'air pour savoir à quelle température ça s'est formé. Et donc on connaît précisément la composition de l'atmosphère sur des centaines de milliers d'années. Et on voit que les courbes sont extrêmement parallèles, c'est-à-dire quand vous avez le CO2 qui augmente, vous avez la température qui augmente et réciproquement. La plupart du temps, l'atmosphère se trouve avec des basses valeurs de température et de CO2, on appelle ça les aires glaciaires. Et puis de temps en temps, il y a des petites pointes, environ tous les 100 000 ans, où on a des fortes valeurs de CO2 et donc des fortes valeurs de température, et on appelle ça des aires interglaciaires. Et depuis quelques milliers d'années, au moins 6000, on était dans une ère interglaciaire. Donc le CO2, ça évolue donc depuis au moins 1 million d'années entre 200 et 300 ppm parties par million. Donc c'est des petites quantités, mais c'est assez efficace pour capter les rayonnements infrarouges. Sauf que depuis un siècle et demi, on a fait évoluer très fortement la teneur en CO2 de l'atmosphère. Donc en 1999, au moment où ce carottage a été effectué, et on en était déjà à 365, c'est-à-dire des valeurs qui sont inconnues, et désormais on est aux alentours de 410. Et sur ce graphique, on peut avoir donc la température d'équilibre correspondant à cette augmentation de gaz à effet de serre. Comment ? Il se trouve que l'élévation donc de 10 degrés de température, par exemple entre la fin d'une ère glaciaire et une ère interglaciaire, ça correspond à 100 ppm de CO2. C'est facile, 100 ppm de CO2 en plus, 10 degrés en plus. Sauf que on était à 280 donc, dans notre ère interglaciaire avant qu'on modifie la composition, et désormais on en est à 410, c'est-à-dire 130 ppm en plus. Donc la température d'équilibre est de 13 degrés supplémentaires par rapport à ce qu'on a connu avant d'injecter des gaz à effet de serre. Donc vous comprenez bien que désormais on a augmenté la température de l'atmosphère globale d'environ 1 degré, qu'on en est au tout début de la réaction, donc de la mise à l'équilibre du CO2
vis-à-vis de la température, et on en a pour plusieurs siècles d'augmentation vis-à-vis de cet équilibre. Donc le changement climatique, ce n'est pas un effet de mode, vous en entendez parler, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, etc., en entendant parler, le temps que tout ça se mette à l'équilibre. Et attention, là, je ne parle pas du fait qu'on continue à émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, je vous parle uniquement de ce qu'on y a stocké jusqu'à présent. Et oui, justement, on ne se contente pas donc d'avoir beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, on continue d'en émettre puissamment, puisque ça, ce sont les émissions mondiales donc jusqu'en 2018. Et presque chaque année, on bat des records d'émissions de gaz à effet de serre. Donc non seulement il y en a énormément dans l'atmosphère, plus que sur 1 million d'années, mais en plus on continue à en mettre de plus en plus dans l'atmosphère. Donc évidemment, ça ne va pas se stabiliser du jour au lendemain. Et il se trouve que l'atmosphère, enfin la biosphère, les écosystèmes dans leur ensemble commencent à être perturbés donc, par ces évolutions climatiques. Et par exemple, la vapeur d'eau, qui est un gaz à effet de serre, ça augmente en fonction de la température. Alors certes, on n'a pas directement, nous, un impact fort sur la vapeur d'eau, mais de manière indirecte, oui, parce qu'à chaque fois qu'on élève la température de 1,5 degré, on augmente la teneur dans l'atmosphère en vapeur d'eau de 10%. Comme on a augmenté d'1 degré déjà, ça fait donc environ 7% de vapeur d'eau en plus, la vapeur d'eau qui est le premier gaz à effet de serre. Et il se trouve également que les écosystèmes commencent à être perturbés assez fortement par ces évolutions climatiques donc, dues aux émissions donc, de gaz à effet de serre. En particulier, donc, comme ils sont perturbés de plus en plus fortement, ils stockent moins bien le CO2, voire ils en relarguent. Par exemple, lors d'épisodes climatiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquents, de mémoire, en 2003, l'été 2003, la canicule qui a été dépassée depuis en pointe, mais c'est quand même quelque chose de relativement fort. Eh bien, donc, les écosystèmes forestiers en Europe, dans leur ensemble, n'ont plus été des puits de CO2, mais ont été des émetteurs de CO2. Voilà. C'est un exemple de perturbation des écosystèmes. Et puis il se trouve qu'il faut qu'on fasse très attention au méthane qui est stocké dans les sols qui sont gelés en permanence et puis à faible profondeur océanique, dans l'océan Arctique en particulier. Ça, c'est sensible à l'élévation de température et ça a commencé à dégazer également. Donc le méthane, c'est aussi un gaz à effet de serre. Voilà donc ces gaz à effet de serre. Le premier dont on parle assez peu souvent, mais donc sur lequel on a une action indirecte en modifiant déjà la température de l'atmosphère. Et puis ensuite, là, donc les 3 gaz principaux sur lesquels on a une action, nous, directe, enfin nous, l'humanité, le CO2, dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Alors vous voyez les élévations en pourcentage donc, de teneur dans l'atmosphère de ces gaz qui captent les rayonnements infrarouges, donc environ 50% pour le CO2, 150% pour le méthane et puis 20% pour le protoxyde d'azote. Donc c'est une évolution très très significative de la composition atmosphérique dans ces gaz. Voilà comment donc, ça évolue, je vous ai mis les dernières années, une trentaine d'années d'évolution. Ce qu'on peut remarquer, donc, le CO2 plus le protoxyde d'azote ont des durées d'action, de persistance dans l'atmosphère de quelques siècles. Le méthane, la chance, c'est que c'est quelques décennies seulement. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à cause des émissions de gaz à effet de serre qui battent des records presque chaque année et à cause aussi des perturbations des écosystèmes, eh bien, l'évolution de la teneur en CO2 de l'atmosphère, ça augmente de manière continue. Et même si on regarde un peu de côté, on peut se rendre compte que la vitesse d'évolution, elle accélère. Ça s'appelle une parabole. Voilà. Donc on continue d'accélérer. En ce qui concerne le méthane, on avait eu la chance, parce que c'est en quelques décennies, c'est à l'équilibre, on avait eu la chance d'avoir un plateau. Ça s'était arrêté aux alentours des années 2000. Et puis ça a recommencé à augmenter à partir de 2007. La raison principale, c'est le début de dégazage des sols qui sont gelés en permanence au niveau des pôles et le fait qu'on s'est mis à aller chercher des hydrocarbures dans les roches-mères, fracturation hydraulique, etc. Il y a des fuites de gaz, les gaz de schiste, mais il y a aussi du pétrole. Voilà. Donc ça fait réaugmenter la teneur en méthane de l'atmosphère. Donc face à ça, il y a déjà des réactions visibles. Alors je le détaillerai plus sur l'ensemble du Massif central dans la deuxième partie, mais j'ai 2 exemples déjà. Il y a des paramètres météorologiques climatiques sur lesquels l'évolution
comment dire, exorbitante des évolutions naturelles est déjà très claire. Par exemple, c'est la température. Donc là, j'ai donné un exemple sur le plateau de Millevaches, la Courtine, hein, c'est pas très loin de la Creuse, de la Corrèze, je veux dire. Ce qu'on voit, donc, c'est des évolutions qui, jusqu'à la fin des années 70, étaient à peu près naturelles, avec des pentes qui étaient de l'ordre de plus ou moins 1 ou 1,5 degrés par siècle, c'est-à-dire 0, 15 degrés toutes les décennies. Et par contre, depuis le milieu des années 70, on est dans le cadre d'une évolution tendancielle forte, et hélas, irréversible, mais ça, on le verra, enfin largement irréversible, ça, on le verra plus tard. Par contre, il y a d'autres paramètres sur lesquels, pour l'instant, on ne voit rien. Alors attention, ça dépend des endroits où on se trouve, mais quand on se trouve en Creuse et même en Corrèze, pour l'instant, au niveau de l'évolution des précipitations annuelles, du cumul annuel de précipitations, pour l'instant, ce n'est pas significatif. Donc, on peut considérer qu'on a une non-évolution en observation. Mais au plus on va vers le sud, on peut ensuite arriver dans les zones où le cumul annuel de précipitations il commence déjà à diminuer. Alors ça, c'est la seule diapositive qui parle d'atténuation, parce que là, aujourd'hui, on va vous parler essentiellement d'adaptation, c'est-à-dire à ce qui se produit déjà et ce qui va continuer à se produire de manière inéluctable. Ça, c'est une évolution de la température moyenne mondiale. Alors, en noir, c'est ce qui correspond à ce qui a été observé. Et puis, de l'autre côté, vers le futur, à partir de 2005, ce sont différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, sachant que le bleu foncé, hélas, il est déjà plus possible. Bon, ça, c'est le précédent rapport du GIEC. Hein. Il a été mis uniquement pour des raisons d'affichage politique, mais étant donné ce qui est déjà engagé, ce qu'on estime dans la communauté scientifique encore faisable en ayant dès maintenant des mesures drastiques de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qui est en bleu ciel, ce qui est marqué donc RCP 4.5. Donc ce que je voulais vous faire remarquer, c'est deux choses. Premièrement, pendant une bonne trentaine d'années, tous les scénarios, y compris les plus extrêmes et les plus modérateurs d'émissions de gaz à effet de serre, sont confondus. C'est là-dessus que nous, on travaille. Nous, on travaille sur la proportion du changement climatique qui est inéluctable. Et il se trouve que c'est commun à tous les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre sur une trentaine d'années. Voilà, donc nos projections, elles vont jusqu'en 2050. Et quand on regarde à la fin du siècle, donc entre le bleu ciel et le rouge, on remarque que, grosso modo, en fonction du fait que soit on réduit presque pas nos émissions de gaz à effet de serre comme maintenant, soit on les réduit violemment à partir de maintenant et continuellement, on peut éviter environ la moitié d'élévation de température à la surface du globe. Et grosso modo, ça correspond aussi à la moitié de l'évolution de température par ici. Voilà, donc là après on va rentrer dans ce qu'on a fait spécifiquement sur le Massif central. Donc je propose de prendre déjà les questions sur le principe général du changement climatique, de l'effet de serre et ce que vous venez de voir jusqu'à présent. Bonjour à tous. Du coup, si je comprends bien, là, en 2050, toutes les courbes elles se rejoignent. Il y aura à peu près la même évolution. On est quasi certain de ça, en fait. Oui, absolument. C'est-à-dire que l'inertie du changement climatique fait que sur une bonne trentaine d'années, tous les scénarios d'émissions à partir de maintenant sont équivalents. Par contre, ce qu'on va connaître jusqu'en 2050, c'est évidemment totalement dépendant de ce qu'on a émis jusqu'à maintenant. Hein. D'accord. Voilà. Et donc en 2050, on prend combien plus 2 ? C'est ça ? Je le dirais plutôt localement, mais bon, je vais déjà... Ok, donc on est, nous, sur le Massif central en général, sur une pente de 4 degrés par siècle, donc grosso modo entre 2000 et 2050, plus 2 degrés. Mais vous aurez la carte qui vous le montrera juste après. Et du coup, mon autre question, là, j'ai entendu récemment à la radio que les experts du GIEC tablaient plutôt sur en 2100 une augmentation à plus 6 ou plus 7 degrés de moyenne sur la température globale. C'est exact. Est-ce que ça change quelque chose sur cette convergence à 2050 ou pas ? Pas du tout. C'est simplement que le spectre, ensuite, il est plus large. Ça monte plus vite après 2050 ? Ça ne change pas le fait que la trajectoire climatique sur une trentaine d'années est déjà écrite par ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ok. Voilà. Par contre, effectivement, la poursuite de ce qu'on observe, c'est plutôt un minorant de l'évolution jusqu'en 2050, et là, j'y reviendrai également. Ok, merci.
Il y a une autre question? Est-ce que ça peut plafonner? Alors, on va prendre le scénario le plus favorable, vraisemblable, c'est-à-dire le bleu ciel, là. Ça plafonne vers le milieu du 22e siècle. Mais pour ça, il faut qu'on s'y mette rapidement, quoi, hein. Et ensuite, enfin, la durée pour redescendre à des conditions pré-industrielles, grosso modo, c'est 10 fois plus lent que la manière d'y arriver jusqu'au sommet. Donc ça se chiffre en de nombreux siècles, voire des millénaires. Sauf si on a des politiques d'émissions négatives, de stockage de CO2, c'est-à-dire on ferait rediminuer la teneur en CO2 de l'atmosphère, mais jusqu'en 2018 inclus, on n'a pas été fichu de ralentir l'accélération. Donc c'est quand même des hypothèses assez utopiques, hein. Mais effectivement, si on est capable, à partir de demain, d'avoir des émissions négatives, ben, ça plafonnera un petit peu plus tôt que ça. Ça veut dire plus aucune émission et du stockage par ailleurs, hein. Je vous laisse imaginer comment on peut faire en termes d'évolution de la société, etc. On voit les résultats. Oh, il y a une autre question. Je voulais juste demander si vous avez entendu parler d'inversion des pôles. Oui, absolument, c'est un phénomène magnétique. C'est indépendant du changement climatique. Oui, mais qui pourrait agir sur l'évolution de la température de la Terre. Dans le cadre du changement climatique qu'on connaît actuellement, c'est totalement imperceptible. On y va sur le Massif central, sauf s'il y a d'autres... Alors on y va. Donc, face à ces évolutions, donc en bonne partie inéluctables d'ailleurs jusqu'en 2050, il y a un certain nombre de chambres d'agriculture qui se sont organisées au sein du Massif central dans le cadre du CIDAM, un regroupement des chambres d'agriculture du Massif central, dont il y a l'ancien président qui est là. On s'est regroupé donc pour, alors non pas pour faire un projet de climatologue, même si je suis présent là, mais je m'occupe que du volet climatique, mais on a regroupé un certain nombre de partenaires qui avaient pour but de présager, on va dire, les conséquences du changement climatique tel qu'il est déjà engagé, et puis d'en voir un certain nombre d'impacts. Donc, vous voyez les partenaires, des acteurs du développement, la coopération. Il y a des gens de la recherche qui sont venus avec nous. L'INRA vient régulièrement. Et puis, donc, il y a les institutionnels, en particulier le commissariat de massif. Je le cite spécialement parce que ce sont eux qui ont, à un moment, donc, nous ont apporté l'aide suffisante et nécessaire pour démarrer le projet. Donc, la finalité, ce n'est pas de faire du climat, je le répète, c'est bien d'adapter les systèmes d'exploitation donc agricoles au changement climatique au travers de 3 perspectives. Premièrement, caractériser les scénarios d'évolution des systèmes d'exploitation du Massif central. Deuxièmement, sensibiliser les acteurs du monde agricole, c'est un peu ce qu'on fait ce soir, aux impacts du changement climatique. Et deuxièmement, adapter des outils de conseil au changement climatique. Peut-être que Stéphane en parlera donc en 3e partie. 3 approches, l'approche climatique dont je m'occupe et dont on va parler un petit peu maintenant, et puis ensuite on parlera donc de l'approche agronomique et de l'approche systémique, sachant qu'il y a une particularité sur ce projet, c'est la raison de la présence d'un climatologue, c'est qu'on produit nos propres projections climatiques. Ceci appelle des explications quand même, parce que le changement climatique c'est un phénomène global, à quoi ça peut bien servir de faire des projections locales? Ça peut servir, donc je n'ai pas le temps d'expliquer tout le détail technique, mais on va voir donc... Donc d'abord, on présente le réseau donc, qui a été utilisé donc, pour faire des projections climatiques. Donc, on est allé chercher, pour tenir compte du changement climatique tel qu'il est réellement observé, enfin tel qu'il est réellement engagé, faut aller chercher, il faut aller rapatrier, il faut acheter des données météorologiques sur une longue période, des observations quotidiennes donc de température, précipitation et de l'évapotranspiration potentielle. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas bien, c'est l'évapotranspiration de référence de l'herbe qui ne subit pas de stress hydrique. Et puis, donc, vous voyez une trentaine de stations où il y avait tous les paramètres, 30 stations de plus où il y avait seulement les températures et encore 30 stations de plus où il n'y avait que les précipitations, parce que les précipitations, c'est un paramètre qui varie beaucoup dans l'espace et dans le temps. Et donc, on a acheté 3 millions de données pour les analyser
déjà pour décrire ce qui est en train de se passer, et ensuite donc pour envisager donc une prolongation vers le futur de ces évolutions. Et justement, j'ai parlé exprès de prolongation parce que on a utilisé une information relative des modèles globaux du climat. Donc là, ce que vous voyez, c'est une évolution de la température en moyenne mondiale, c'est plus facile, donc qui a été analysée sur le passé en noir et en gris et qui est projetée vers le futur. Alors avec des scénarios faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, c'est en bleu, fortement émetteurs de gaz à effet de serre, c'est en rouge. Donc c'est là aussi où on peut illustrer le fait que pendant une trentaine d'années au moins, toutes les courbes et toutes les couleurs sont mélangées. Et on peut avoir du orange en bas, c'est-à-dire faiblement évolutif, et du bleu en haut, fortement évolutif. Donc ça, c'est une illustration de l'inertie du changement climatique. Bien entendu, à partir de plus 40 ans, on commence à avoir une majorité de simulations à faible émission de gaz à effet de serre en bas et une majorité à forte émission de gaz à effet de serre en haut. Voilà. Mais c'est seulement donc au-delà de plus 30 ans. Et personne n'est capable de dire quelle est la courbe qui va être suivie. Par contre, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de raisonner en termes d'enveloppe. Et particulièrement sur l'enveloppe basse, parce qu'elle est déjà suffisamment raide comme ça. Et il se trouve que par hasard, on a utilisé donc cette facilité, le fait que l'enveloppe basse correspond à la prolongation de la tendance observée. C'est donc ce qu'on a fait pour les projections dans le cadre du projet AP3C. Mais retenez bien que ce n'est pas ce qui va se produire. C'est un minimum raisonnable, minimal, de ce qui va se produire. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce qu'il y a un certain nombre de nécessités. Il traîne encore des références climatiques d'un climat supposé stable et fixe, utilisées, je l'ai vu encore récemment dans le monde académique, où on sort donc des normales climatiques qui n'étaient pas perturbées par le changement climatique, donc 1961-1990, dans l'Atlas agronomique du Limousin. Et sur le plateau de Millevaches, on vous met une isotherme en température moyenne annuelle de 8 degrés. Désolé, déjà, aux alentours de 2015, donc dans le cadre du projet qui a précédé AP3C, qui était uniquement sur la Creuse, on avait plutôt à la place une isotherme 10 degrés. Donc oui, il faut faire évoluer les références. Le climat n'est plus stable, le climat est en dérive rapide et il faut en tenir compte dès maintenant. Donc ce que je vais vous présenter derrière, ce sont des évolutions donc, de 3 paramètres. Alors les évolutions 2000-2050, pourquoi ? C'est pour bien vous signifier que ce changement climatique, il est en cours. Ce n'est pas juste des projections, c'est quelque chose qu'on est déjà en train de connaître. Et donc, je rappelle que c'est sans accélération et que c'est une hypothèse très, très, très mesurée et modérée vis-à-vis du futur. Donc, je vous présenterai d'abord les températures moyennes, ensuite les précipitations, et puis ensuite le bilan hydrique potentiel, c'est-à-dire les précipitations moins la demande évaporatoire donc d'un végétal, en l'occurrence l'herbe. On va commencer sur les températures. Donc là, je réponds plus précisément à la question. Donc, ce n'est pas des degrés par siècle puisque c'est en 50 ans. Mais ce que vous pouvez voir, c'est donc des valeurs d'évolution de température moyenne annuelle qui varient donc, en Corrèze aux alentours de 1,8 degrés tous les 50 ans, c'est-à-dire 3,6 degrés par siècle. Donc, c'est rapide. Après, on va regarder saison par saison. Alors, est-ce que ça... Oui, on voit les saisons. Donc, ce qu'on voit déjà, sur votre gauche, c'est le printemps. Et on a des valeurs qui sont plus élevées. J'en reparlerai encore lorsque j'évoquerai les précipitations. Donc on a des évolutions de l'ordre de 2,4 degrés en 50 ans, c'est-à-dire aux alentours de 5 degrés par siècle en température moyenne au printemps. Et en été, finalement, ce n'est pas si élevé que ça, contrairement à ce qu'on raconte un peu partout dans le cadre de la modélisation climatique, GIEC, globale, etc. Non. Chez nous, en particulier sur le Massif central, la saison sur laquelle ça évolue globalement le plus vite, c'est le printemps. Et d'ailleurs, c'est ça qui pose plus de problème, parce que c'est en début de saison de pousse, donc c'est plus important. Et si vous regardez donc à l'est du département et que vous prolongez encore un peu plus, donc vers la Haute-Loire, vous remarquez des zones de faible élévation de température estivale. Ce n'est pas un artefact. C'est à relier donc à l'évolution des précipitations qui, en été, donc, le changement climatique, c'est une élévation de température générale, c'est-à-dire une sorte d'onde de méditerranisation qui remonte donc du sud vers le nord. Ça rencontre des reliefs, le Massif central, et tant que l'air n'est pas trop sec, le fait que vous avez donc plus de température, ça facilite les mouvements verticaux, donc ça facilite la formation de nuages qui donnent des averses.
tant qu'il ne fait pas trop sec. Donc sur le Massif central et en particulier sur le nord du Massif central, en été, la nébulosité augmente et les précipitations augmentent. On le verra juste derrière. Donc, sachant que j'ai traité donc, les températures et les précipitations de manière indépendante, donc si on trouve des choses cohérentes, elles n'ont pas été forcées, quoi. Voilà, donc ça c'était sur... Voilà, alors là les deux autres saisons, en automne et en hiver. En automne, c'est une saison où, d'un point de vue thermique, il n'y a rien de très particulier. Donc, regardez les évolutions 1 degré, 1 degré 2, donc ça fait 2 degrés, 2 degrés et demi par siècle, évolution relativement modérée. Par contre, en hiver, là aussi, surprise par rapport à ce qu'on vous annonce habituellement, des évolutions qui sont à la limite encore plus importantes qu'au printemps, enfin, pas en Corrèze. En Corrèze, on arrive à 2 degrés, donc 4 degrés par siècle, mais il y a d'autres zones où c'est encore plus rapide. Qu'est-ce qui se passe? Sachant que sur la Corrèze, les zones où ça évolue assez rapidement, ça concerne l'Est et plutôt l'altitude. En fait, ça, c'est cohérent avec des choses qui sont analysées comme étant une désagrégation de la couche neigeuse. C'est-à-dire que la neige, c'est blanc, ça réfléchit donc le rayonnement, mais quand elle commence à fondre, et on est tendanciellement dans une fonte donc, de cette couverture neigeuse hivernale, bah, c'est remplacé par du vert s'il y a de l'herbe ou du marron s'il y a du sol. Et ça stocke un peu plus l'énergie, le rayonnement, et donc ça accroît donc, la fonte de la couche neigeuse résiduelle. Donc voilà pourquoi nous sommes actuellement donc, en transition, c'est-à-dire en fait que dans une époque où on est en train de désagréger progressivement cette couche neigeuse hivernale. Voilà pourquoi on est sur une pente qui est relativement forte en hiver. Mais bien entendu, il continue à faire froid en hiver, hein. Ça, ce sont des tendances. Alors ça, c'était sur les températures. Maintenant, je vais passer sur les précipitations. Donc là, vous avez une évolution du cumul annuel de précipitations. Quand je suis en Creuse, je suis tranquille parce que entre moins 25 et plus 25, voilà, ça évolue pas, quoi. Par contre, au plus on descend vers le sud, au plus c'est significatif, sachant que l'incertitude associée elle est de l'ordre de 70 mm. Donc oui, en Corrèze, c'est significatif. La baisse des précipitations sur le sud du département, grosso modo le bassin de Brive, de l'ordre de 75 à 80 mm, et au plus vous allez vers le sud-ouest, au plus c'est fort. Donc oui, hélas, il y a une partie de votre département, et déjà là où il fait chaud et plutôt sec, qui va aller vers des situations plus chaudes et plus sèches, y compris en cumul annuel. On peut regarder saison par saison. Donc, vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur le printemps qui évolue le plus vite en température? Bah là, on voit assez bien donc, des diminutions de précipitations en 50 ans de 50 à 75 mm. Donc c'est fort hein, pour une saison de 3 mois. Parce que 75 mm sur une année, déjà, c'est quelque chose, mais 75 mm sur 3 mois, c'est fort. Donc l'air, ça sèche. Donc voilà pourquoi, et au plus un air est sec, au plus il peut donc se réchauffer et se refroidir. Donc réchauffer en journée, se refroidir la nuit. Et voilà pourquoi la température évolue rapidement. Et donc en concordance, vous avez les précipitations qui diminuent de manière sensible donc, au printemps. En été, souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur l'onde de méditerranéisation. Bah là, ce qu'on voit, c'est ce qui est jaune, là, c'est la limite d'augmentation des précipitations. Donc tout ce qui est à l'intérieur, c'est en augmentation de précipitations estivales. Ce n'est pas une plaisanterie. Alors, des valeurs qui sont faibles, mais c'est quand même mieux que si ça baisse. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça touche la Corrèze, donc essentiellement, pareil, sur les reliefs. Parce que ça a été, le soulèvement des masses d'air a été aidé par le relief. Tandis que vous avez une légère diminution quand vous partez donc, vers le sud-ouest. Alors, stabilité des précipitations, mais là, derrière, on verra que comme l'évaporation augmente, ça ne veut pas dire que la situation s'améliore. Hein. Mais déjà, c'est mieux que s'il y avait une baisse sensible des précipitations, quand même. Les deux dernières saisons, automne et hiver. Automne, il ne se passe pratiquement rien, stabilité des précipitations. Par contre, il y a quelque chose de très important pour vous, et puis pour d'autres départements centraux là, en hiver, c'est une diminution sensible de l'ordre de 50 mm de précipitations en hiver. Alors autant, ce n'est pas trop gênant sur les zones d'altitude parce que le cumul hivernal est relativement élevé, autant ça peut poser problème dans les endroits où il ne pleut pas beaucoup, par exemple au sud du département, où là, vous allez avoir 50 mm de précipitations en moins. Donc, même si je ne suis pas agronome, je me dis que déjà, toutes les problématiques de recharge hivernale, elles vont s'accroître. Et donc, je termine par le bilan hydrique potentiel, c'est-à-dire on combine les effets des précipitations et de l'évapotranspiration. Donc là, comment est-ce que ça évolue, ce bilan hydrique annuel en 50 ans ? Eh bien, ça évolue de manière négative. Ça, j'espère que c'est une surprise pour personne dans le cadre du changement climatique. Mais là aussi, vous avez une gradation qui est nette entre les zones d'altitude au nord du département où on perd donc 120 mm en 50 ans et au sud du département, là, on est aux alentours de 180 mm. Donc ça, c'est du stress hydrique en plus, hein, tout au long de l'année.
Et puis donc, au plus vous allez vers le sud-ouest, au plus donc ces problématiques de stress hydrique croissant au niveau annuel donc augmentent. On va regarder saison par saison. Donc le printemps et l'été. Le printemps, avec l'augmentation des températures, avec la baisse des précipitations, bien entendu que le bilan hydrique potentiel il diminue. C'est même la saison où il diminue le plus, de l'ordre de 60, 80 mm donc en 3 mois. En été, c'est contenu grâce à l'augmentation des précipitations, mais uniquement sur les zones d'altitude, parce que dès que vous descendez donc, plus bas, vous avez donc un bilan hydrique qui se dégrade en été, malgré le maintien des précipitations, parce que l'évaporation augmente. Voilà. Et pour les 2 dernières saisons, heureusement, on n'a pas d'évolution très nette. Enfin, c'est très légèrement positif. Là. Tout ça, c'est plus 10. Là, c'est plus 5, etc. Bon, ça, à la limite, au niveau du bilan hydrique, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous avez des possibilités végétatives qui augmentent. Mais attention, là, les valeurs sont faibles, donc qui augmentent légèrement. Alors là, j'ai un peu débordé de mon rôle de climatologue, je laisserai Stéphane développer. Mais oui, effectivement, en automne, il se passe des choses qui peuvent être légèrement positives pour vos activités. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Pour la deuxième partie, je vais prendre vos questions sur les évolutions climatiques dans leur ensemble, que ce soit général ou spécifiquement sur le Massif central et la Corrèze. Et après, on regardera l'agronomie. On fera le lien avec Stéphane. On voit qu'au printemps, du coup, les températures vont augmenter, mais est-ce que les risques de gelée vont diminuer, du coup? Eh bien, hélas, non. Pourquoi? Parce que comme l'air s'assèche, ça se réchauffe plus vite en journée, ça se refroidit plus vite la nuit. Donc, en fait, il y a 2 configurations différentes. Soit vous êtes en sommet de colline, où là, vous prenez à plein le réchauffement climatique. C'est-à-dire que là, effectivement, les gelées printanières sont en train de se restreindre très, très rapidement. Soit vous êtes, au contraire, en fond de vallée. Et là, à cause de cet effet, vous avez un maintien des dates de gel, parce que vous avez certes une augmentation des températures moyennes, mais comme vous avez une augmentation des écarts à cette moyenne, vous avez le gel qui reste à peu près au même moment. Du coup, j'avais une question là par rapport aux températures. Vous disiez, si j'ai bien compris, l'évolution, elle peut être de... Pardon, sur les précipitations, là, vous disiez ça peut être entre moins 50 mm au nord et moins 75 mm sur le sud-ouest au niveau annuel. Au niveau annuel, oui. Et quand on regarde par saison, si je fais la somme, j'ai plus que moins 75. Bien sûr, parce qu'en fait, le projet AP3C n'est pas cartographique. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est station par station. La cartographie, elle est prévue uniquement dans la prolongation du projet AP3C qui a démarré il y a de ça 1 mois, où là, effectivement, on s'engagera point par point. Là, pour l'instant, ce sont des choses qui ont été tracées par un logiciel de statistique qui n'est pas prévu pour faire des cartes. Mais simplement, pour avoir des valeurs exactes, il faudrait montrer des tableaux de chiffres, et en général, les gens n'aiment pas voir des tableaux de chiffres. Ok. Et je comprends pas du coup. C'est-à-dire que les courbes, elles passent au mieux, mais elles ne sont pas exactes sur les stations. Voilà. Ok. C'est une visualisation générale de comment ça évolue sur le Massif central. Mais non, il ne faut pas utiliser ces cartes. Ces cartes sont faites pour montrer des évolutions, pour avoir un rendu visuel lors de ce genre d'événements, mais ce ne sont pas des cartes techniques. Vous n'aurez pas ça comme instrument technique pour faire évoluer vos pratiques. Les instruments techniques, pour l'instant, ce sont des tableaux de chiffres. Et effectivement, je vous affirme que sur les tableaux de chiffres, on peut vérifier de manière exacte, au dixième de millimètre près, que la somme des 4 saisons, ça fait bien l'annuel. Ça marche. Et alors du coup, juste une autre question. Au printemps, j'ai pas retenu là, le bilan hydrique. Vous disiez que c'était stable? Non, le bilan hydrique potentiel, il diminue au printemps. Vous avez une augmentation assez forte de l'évapotranspiration potentielle qui est due à l'augmentation des températures et une diminution des précipitations. Ok. Merci.
Pas d'autres questions? Donc, je vais juste faire le lien avec la suite parce qu'il se trouve que l'approche agronomique, j'y ai participé un tout petit peu parce que, mis à part mes compétences de climatologue, j'ai aussi quelques compétences d'informaticien. Donc, c'est moi qui fais les projections. Donc, j'ai utilisé les projections climatiques pour faire les programmes, pour calculer les projections agroclimatiques. Donc, je vais vous dire quelques mots et ensuite je passe la parole à Stéphane. Donc, ce qu'on veut, c'est utiliser les données climatiques pour savoir quel impact ça va avoir vis-à-vis de la pousse des végétaux. Donc, pour ça, on mobilise des indicateurs agroclimatiques. Donc, on en a calculé une trentaine dans le cadre du projet AP3C. Ce n'est pas des choses très complexes. Enfin, il y en a qui sont complexes. Mais par exemple, des sommes de température base 6 degrés pour le maïs, je suppose que ça vous dit quelque chose. Bah voilà, c'est un indicateur agroclimatique. Donc, et on regarde comment ça évolue vers le futur. Pour l'herbe, c'est les sommes de température base 0 degré, à quelle date ça atteint 250, 300, 500, etc. Voilà, tout ça, c'est des indicateurs agroclimatiques. Alors, on va passer rapidement. Enfin, là, les 16 premiers, on ne va pas tous les détailler. Alors, ce qui est marqué en vert, c'est ce que vous verrez, donc courbe par courbe, juste derrière. Par contre, c'est juste pour vous dire que sur les 30 indicateurs, il y en a 16 qui ont été relatifs à l'herbe, parce que sur le Massif central, l'herbe, c'est très important. Mais on n'a pas fait que l'herbe, on a fait aussi un certain nombre d'indicateurs sur les céréales, sur le maïs, sur les dérobés spécifiquement, et un sur la vigne, parce qu'il y a eu de la demande dans quelques départements. Donc, on va vous présenter tout ce qui est en vert, et ça, c'est Stéphane qui va le faire. Ah oui, et puis 2 indicateurs généralistes qu'on a mis là-dedans, c'est la dernière gelée de printemps, j'avais une question là-dessus, et la première gelée d'automne. Première gelée d'automne, c'est moins défavorable qu'au printemps. Voilà. Enfin, déjà, il y a moins d'impact et en plus, c'est moins défavorable. Alors, comment est-ce qu'on vous présentera les choses? Donc là, je suis responsable des chiffres qui sont représentés sur ces graphiques. Ce qu'on va vous présenter, c'est un résumé de 10 000 projections plus les observations. Alors, tu peux tout afficher. Comment vous dire? Là, il se trouve que c'est le premier indicateur de redémarrage de végétation de l'herbe, mais peu importe. À chaque fois, donc, vous aurez l'évolution entre 1980 et 2050, sur lequel on a repéré les observations de l'indicateur correspondant, alors station par station, sur les quelques dizaines que vous avez vues sur une des cartes là. Et comme il y a 10 000 projections climatiques qui sont faites vers le futur, on fait des statistiques dessus. On ne vous représente pas 10 000 points fois 70 ans parce que vous verriez rien du tout. Donc, on vous a représenté la valeur centrale, médiane ou moyenne, en général, c'est très proche. Et puis, les quintiles et déciles extrêmes. Alors, un quintile, c'est quoi? C'est tel que, enfin, le premier quintile, il est tel qu'il y a 20% des simulations ou observations qui sont en dessous. Le décile extrême, c'est 10% des simulations qui sont en dessous. Et en sens inverse, vous avez 10% des simulations qui sont au-dessus de la violette et donc 20% qui sont au-dessus de la bleue. C'est bon ça, parce que si ce n'est pas compris, je recommence parce qu'après, vous allez avoir une dizaine de cartes comme ça. Donc, c'est OK, la valeur centrale et les valeurs extrêmes. Si vous préférez, il y a 80% des simulations qui sont entre la rouge et la violette et 10% au-dessus, 10% en dessous. C'est ça que ça veut dire aussi. C'est OK? Je laisse la parole à Stéphane. Merci. Donc, on a pris différents indicateurs agroclimatiques, notamment là, celui sur la gestion de l'herbe. Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas trop ça, on utilise les sommes de température base 1er février, le 0, et on va tamponner en fait le minimal maximum entre 0 et 16 pour la moyenne. Et donc, ce qu'on peut s'apercevoir en fait là, on vous a mis différentes stations. Là, c'est la station donc, de Chamberet, 400 et quelques mètres d'altitude. Et on a regardé en fait de 1980 à 2015 l'évolution en fait de cette date. Et là, c'est la date de fauche précoce en foin. Et là, elle apparaît, alors pour nous, c'est 1000 degrés. Si je mets une date 1000 degrés en 2019 sur Brive-la-Gaillarde, on était au 15 mai. Et si on regarde sur Ussel, on était au 17 juin, au 1000 degrés à plus ou moins 100 degrés. Parce qu'on regarde là, en fait, on a une évolution. On voit que de 1980 à 2015, on a gagné à peu près 10 jours de précocité. Et si on voit un peu plus loin sur 2050 les projections que l'on a, ben on s'aperçoit qu'on va augmenter encore de 10 jours cette précocité en sens de température. Donc c'est pour ça qu'il va falloir s'adapter. Et une manière d'adaptation, c'est de faire des fauches de plus en plus précoces pour essayer de garder de la valeur, puisque je rappelle, la valeur elle est encore bonne jusqu'à épiaison.
Alors, un indicateur relatif donc, toujours à la gestion de l'herbe, c'est le ratio précipitation sur RR, donc sur ETP, et pour mise à l'herbe à l'ensilage. Donc ça, c'est celui qu'on a regardé, les périodes sèches de la mise à l'herbe à l'ensilage de 1980 à 2050. Et ce qu'on regarde en fait là, vous aviez en bas, on a les chiffres, donc de 1,42 on passe à 1,27, donc on a un petit décalage de moins 0,15. Et après, donc de 2015 à 2050, on voit qu'on a une petite accélération à 1,29. Moi, je considère que dans cette courbe-là, on est plutôt stable, en tout cas sur la période sèche de la mise à l'herbe à l'ensilage. Ça voudrait dire que sur la station de Ussel, on ne devrait pas être gêné en tout cas par les conditions, on va dire, de portance de sol où on va avoir des bonnes conditions d'exploitation pendant cette période-là. Si on regarde maintenant la suivante, donc là c'est toujours notre indicateur sur les séquences favorables donc pour les travaux d'ensilage. Donc là c'est l'indicateur numéro 16. Et alors les séquences disponibles pour faire des ensilages, parce que c'est bien beau d'avoir des conditions de pousse au printemps, encore faut-il être capable de récolter donc les fourrages. Et là on a travaillé en séquences. Et on s'aperçoit que le nombre de séquences en 1980 il était de 4,7 et en 2015 on passe à 3,9. Donc là on voit qu'on a une diminution du nombre de séquences. Alors les séquences qu'on avait calculées à l'époque, pour ce travail-là, c'est qu'on est au moins, donc, ils sont marqués au-dessus. Donc la pluviométrie est inférieure à 1 mm dans les 2 jours avant et avec moins de 20 mm dans les 5 jours qui précèdent la date à laquelle j'ai décidé de faucher. C'est-à-dire il faut que le terrain soit sec et qu'on ait un fourrage qui soit aussi sec, donc des conditions de portance nécessaires pour réaliser ma séquence de récolte. D'accord ? Donc on ne regarde pas sur l'instant T, mais on regarde bien sur une période favorable. Et on s'aperçoit que ces périodes-là, si on fait la projection jusqu'en 2050, on a une diminution. Ça veut dire qu'on va perdre, on va passer à 3,1 séquences. C'est-à-dire qu'on aura 3 zones dans cette période-là qui seront favorables. Ça veut dire que concrètement, en tant qu'agriculteur, si je dois faire des récoltes, il va falloir être opportun, au bon sens du terme. C'est-à-dire que si la météo me dit c'est bon, je dois y aller, là je fonce sur mon tracteur, il faudra que l'équipement soit prêt, il faut anticiper toutes les récoltes que j'aurai à faire. Ensuite, donc, notre indicateur, l'indicateur 15, sur les périodes sèches des ensilages à la récolte en foin. Donc là, pareil, donc de 80 à 2050, et on voit qu'on a la tendance qui, moi je trouve qu'elle est plutôt stationnaire, on a peu d'évolution pour ces périodes sèches d'ensilage à la récolte en foin. Ça veut dire qu'on devrait avoir des conditions de récolte tout à fait acceptables et pas être pénalisé par rapport en fait à ces récoltes. Encore un autre indicateur, donc il y en avait beaucoup, vous avez vu, donc on a tous ces indicateurs-là, je le dis aussi, ça a été la réflexion qui a été faite au niveau du département, des 11 départements, avec les conseillers fourragers pour essayer de réfléchir qu'est-ce qu'il nous fallait. Et donc là, les séquences favorables et disponibles pour les foins, donc là c'est pareil, il ne nous faut pas de pluviométrie dans les 4 jours que je vais faire ma récolte en foin, et pendant donc les jours d'avant, les 5 jours avant, il ne faut pas que j'ai eu 20 mm de flotte, toujours pour avoir à peu près donc ce laps de temps nécessaire à faire une récolte en foin. Et là, pareil, on parle de séquence. Et ce qu'on observe, en fait, la tendance, là on est toujours à Ussel, ce qu'on s'aperçoit, c'est que de 4,9, on passe à 3,1 séquences. C'est-à-dire qu'on a moins de temps disponible pour faire les foins. Et si on regarde en 2050, on n'a que 1,5 séquences. C'est-à-dire que quand la météo va être bonne, il faudra y aller. Alors cette année, on a eu du temps, mais c'était pour bien se chauffer. Là, on s'entraînait. Donc on s'entraîne à blanc. Hein. Oui, on pouvait le regresser, nettoyer, aiguiser, tout ça. Mais ça, c'était fait exprès, c'était pour s'entraîner. Je rappelle, là, tout à l'heure, Vincent vous l'a dit, ça s'accélère. Donc maintenant, un autre indicateur, l'indicateur 6. Donc là, c'est le gel de printemps sur céréales au stade épi, 1 cm. Donc ça, c'est une demande qui a été faite par les collègues qui suivent les céréales. Et ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est qu'on a en fait une tendance de moins de 3 jours. C'est-à-dire que le gel diminue, mais ne s'atténue pas. C'est-à-dire qu'on va avoir toujours cette présence de gel, mais il va être moins tardif, grosso modo. Donc on ne devrait pas être trop gêné par ce gel sur les céréales.
Alors on parle de gel, mais on parle aussi de chaleur. Et là, on parle d'échaudage. Donc c'est les quantités de température supérieures à 25 degrés. Donc on a un risque d'échaudage. Ça veut dire qu'on va avoir un risque de remplissage du grain, et où le grain ne va pas se remplir et on va avoir du grain vide et donc pas de farine, pas d'éléments nutritifs à l'intérieur. Mais là, on s'aperçoit que c'est en nombre de jours. Là, vous avez en fait le nombre moyen de jours échaudants sur céréales. En 1980, donc sur la station de Brive-la-Gaillarde, qui est la station la plus chaude que l'on ait, on était à 29 jours. Si on regarde en 2015, donc ce qu'on a constaté, on passe à 40 jours. Et si on regarde la projection, on va encore prendre 10 jours dans la vue, 50 jours. Et là, c'est des conditions assez impactantes. Et on le voit cette année, il y a certains agriculteurs l'ont appelé parce qu'on a en fait des PMG, des poids de 1000 grains de certaines céréales qui ont été achetées, sélectionnées, qui sont très très faibles. On a des triticales qui sont à 37 de PMG. Ça correspond à une taille d'un grain de seigle, quoi. Donc ça veut dire que là, ça a été vraiment impactant sur le remplissage du grain. Donc notre indicateur, donc là sur la satisfaction hydrique, avec le cumul des précipitations, donc du 20 mai au 10 juin, qui va correspondre à des périodes importantes pour les plantes. Et donc si on regarde ça, c'est sur la station donc, de Beaulieu-sur-Dordogne, qui est une station aussi basse en Corrèze. Et donc c'est une des plus basses que l'on a sur le réseau. Et on regarde un petit peu, et on s'aperçoit en fait qu'on a une diminution de 1980 à 2015. On voit la courbe, la tendance, on diminue de 26 mm en moyenne. Et si on projette cette courbe-là, on s'aperçoit qu'on va encore perdre 14 mm. Ça veut dire que ces périodes-là, en fait, du 20 mai au 10 juin, ça correspond souvent à des repousses de deuxième coupe. Là, on risque d'être impacté négativement parce qu'on risque d'avoir moins de pluie disponible à permettre aux végétaux de bien pousser. Et ça, c'est le sud. Alors effectivement, tu fais bien de le préciser, c'est le sud qui, malheureusement, est au sud. Oui, en fait, si on avance les dates de récolte, ce que tu as dit précédemment, oui. Donc il est vraisemblable que, mettons, la deuxième coupe, elle sera plus en avance. Normalement, oui. Donc on pourrait bénéficier aussi on aurait moins de pertes, quoi, si tu veux. Alors, il faut espérer ça, effectivement. C'est-à-dire vu qu'on va avancer les dates de récolte, il faut qu'on puisse, effectivement, la première et la deuxième. Si tant est que tout se passe bien, parce que là, on a regardé donc, le facteur climatique avec les températures qui accélèrent un petit peu. On a la pluvio qui se décale un petit peu, mais qui devrait bien tomber par rapport aux dates. Et on verra juste, après, il y a une courbe qu'on va mettre sur le gel. Et vous allez voir, ce qu'a dit Vincent, on va le répéter, c'est que des fois, le gel de printemps, il ne s'annule pas. Et là, ça va être... rappelez-vous de 2017, où on a chopé du moins 6 sur le mois de mai. Et sur cette année, où on a eu 3 jours de suite à du moins 2, moins 3, où on a eu un arrêt végétatif. Donc ça, c'est très impactant. Ce qui explique aussi que le fourrage qu'on a en moins sur certaines exploitations, sur les parties du département qui sont plutôt exposées au nord ou en altitude, où on a moins récupéré de fourrage. Alors ça c'est pour le maïs, ouais. Donc là, il y a des demandes qui ont été faites aussi pour différents indicateurs agroclimatiques, notamment le maïs. Et ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est que là, c'est la station de Saint-Privat. Donc là, on est en Xintri, donc on l'a dit tout à l'heure en session, c'est une des situations géographiques où on a pas mal de casse au niveau de l'abreuvement et de l'eau pour le réseau AEP. Sur ces zones-là, en fait, on a vraiment une accélération au niveau des températures. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour le maïs, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le maïs, il est classé, on va dire, en besoin en température. On parle d'indice. Et ce qu'on s'aperçoit là, de 1980 à 2015, on a gagné une plage d'indice. On pourrait semer des maïs qui ont le plus grand potentiel, qui ont besoin de moins de somme de température pour arriver à leur stade final. Et si on prolonge en fait en 2050, on pourra gagner encore une classe de précocité. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller semer des maïs qui sont qu'un plus grand potentiel que certains. Et si j'extrapole la chose à d'autres endroits du département plus en altitude, alors c'est pas vrai qu'en Corrèze, mais c'est vrai sur tout le massif central, ce qu'on a vu chez des gens qui sont à plus de 1000 mètres, et si on regarde en Corrèze du côté de Saint-Setier ou autre, il y a des endroits où c'était risqué de faire du maïs. Dans les années à venir, avec ce réchauffement-là et avec cette somme de température, on va diminuer le risque pour faire du maïs. Alors le gel peut rattraper effectivement, mais il ne s'annule pas, mais si on sème juste après, c'est faisable. Mais après, ce qui est vrai pour le maïs, c'est vrai pour une plante. J'ai aucune action là-dedans, mais la luzerne est une bonne plante qui valorise très bien les pluies d'orage et qui peut aussi aider à refaire des stocks.
elle grimpe pas jamais, mais elle est pluriannuelle, donc on peut la revoir. Juste une petite précision de climatologue là, que j'ai déjà dit, c'est qu'en automne, il y a moins de soucis. Donc le maïs en altitude, la stratégie qui est utilisée, en Creuse en tout cas, c'est de le laisser traîner le plus longtemps possible. Et ça, c'est favorisé par le changement climatique. Ça marche mieux en automne qu'au printemps. Voilà. Alors, ouais. Alors, effectivement, ouais, ce sont des moyennes. Et il y a des écarts types. Donc des fois, c'est une bonne année, des fois, c'est une moins bonne, quoi. On y va. Donc là, pareil, notre indicateur pour le maïs, c'est pour l'échaudage thermique, donc nombre de jours avec des températures supérieures à 32 degrés. Vous savez que toutes les plantes ont des limites maximales d'acceptation de température, et notamment pour le maïs, là on a posé le 32 degrés, et on s'aperçoit en fait que le nombre moyen de jours d'échaudage sur maïs, il augmente. On a déjà gagné 4 jours de 80 à 2015, et là on va gagner encore 5 jours. C'est-à-dire qu'on va avoir des températures vraiment très hautes qui peuvent impacter négativement en fait, le remplissage du grain. Et si je fais le parallèle avec d'autres cultures, notamment en maraîchage, on sait très bien que le pollen n'est plus fertile pour certaines cultures à partir de 31 degrés. Et donc, on a eu des grillures de fleurs, notamment en tomates cette année et d'autres cultures, qui sont dues en fait, à cette élévation de température. Alors voilà, là je vous ai marqué ce nombre parce qu'il a fait très très chaud quand même cette année. Et donc j'ai voulu regarder un petit peu les projections qui avaient été faites. Donc là on est sur Brive-la-Gaillarde et vous avez donc les courbes. La rouge c'est celle de 2000 et la orange tout en haut c'est 2050. Et si on regarde, elles sont classées par mois. Et donc au mois de juillet, ce qu'on nous dit c'est qu'on aurait vraisemblablement à peu près 16 jours à plus de 30 degrés. Et sur le mois d'août, on en aurait un peu plus de 14. Donc moi, j'ai regardé cette année. On en a eu 20 sur juillet et on en a eu 15 sur le mois d'août. Je n'ai pas encore compulsé tout le mois de septembre, mais le mois de septembre, on sera nettement au-dessus des 6. Donc cette grosse augmentation de température impacte négativement parce qu'on ne sait pas encore quelle va être la dynamique de pousse au niveau des prairies. Qu'est-ce que ça va faire? On sait que le régras, à partir de 26 degrés, il ne pousse plus. Et donc là, avec les collègues, on a décidé de mettre en place des fermes pilotes pour faire des mesures semaine par semaine, pour quantifier l'évolution réelle constatée sur le terrain et pour voir un petit peu, corréler avec les températures derrière, voir un petit peu cet impact-là et le mesurer parce que là, on ne sait pas trop ce que ça va donner en 2050 avec des températures aussi hautes pendant aussi longtemps. Donc notre indicateur agroclimatique, là, c'est la date de première gelée. Alors, date de première gelée à moins 2 degrés. Et ça, c'est celle que l'on va observer donc, sur la fin de la période, donc pour la récolte des maïs que disait tout à l'heure Vincent. Donc on s'aperçoit en fait qu'on la décale, mais pas de beaucoup. On a gagné un jour. En moyenne, on était au 6 novembre, on passe au 7 novembre, on va passer au 8 novembre. À moins 2, donc on a qualifié moins 2 parce qu'on a dit celle qui est impactante, qui oblige à aller récolter le fourrage qui est encore en place. Mais donc on voit que ça évolue quand même très peu, juste de 1 jour. Donc il va falloir faire attention quand même aux dates de récolte des maïs, quoi. Toujours sur le maïs, ça c'est le nombre de décales avec un cumul de précipitations supérieur à 20 mm. Le maïs, comme la luzerne, et je le répète pour la luzerne, c'est une plante qui valorise très bien les pluies d'orage. Et donc là, on voit que le nombre de décades, donc de périodes favorables, on était de 2,4 en 1980 sur la station de Saint-Privat, on arrive à 2,7 en 2015, ça c'est du constaté, et la projection nous donnerait en fait une possibilité d'avoir plus d'eau, plus de phénomènes orageux, on va dire, puisqu'on est en altitude, et comme disait Vincent tout à l'heure, les reliefs font que l'eau a plus de chances de s'arrêter et de tomber dessus. Donc là, ça veut dire qu'on aura plus de chances d'avoir des orages, et donc la mise en place de cultures qui valorisent bien ces orages est à réfléchir en tout cas. Alors là, c'est un indicateur que personnellement, je n'ai pas utilisé, mais c'est pour la vigne. Alors, je vais passer la parole à Vincent et je la reprendrai derrière. Il se trouve que l'indicateur pour la vigne dans le cadre du projet de la Creuse qui a précédé le projet sur le Massif central, c'est le seul que j'ai choisi moi. Parce que personne n'y pensait à l'époque. Je me suis dit que ça saisirait les gens de parler d'indicateurs viticoles en Creuse. Résultat, vous avez 2 de vos confrères qui se sont installés viticulteurs dans le nord de la Creuse. Hein. C'est récemment paru, un du côté de Boussac et une autre du côté de Mortrou. Donc ça, ce sont des sommes de température base 10 degrés, pour faire simple. C'est l'indice de Huglin. Et il se trouve que, alors c'est de avril à septembre, c'est ça. Et il se trouve que ces sommes de température, elles sont calées avec des cépages
Alors, les premiers là, qui donnent le vin gris de Toul, enfin, dans le nord-est, là, les cépages rustiques, c'est Muller, Turgot. Gamay, Pinot Blanc, ça correspond à du Touraine. Chardonnay, Riesling, Pinot Noir, ça doit être de l'Alsace. Cabernet, Sauvignon, Merlot, Chenin, c'est du Bordeaux. Et d'ailleurs, on va regarder. Donc là, c'est la station de Brive, la station la plus chaude de la Corrèze. Et donc, il faut comparer la courbe verte, c'est-à-dire les évolutions médianes, justement à ces seuils horizontaux. Et vous voyez que le Bordeaux, sur cette station-là, c'est déjà compatible depuis une quinzaine d'années, quoi. Compatible d'un point de vue thermique. Je ne vous parle pas de sol, etc. Mais en termes de somme de température, le cépage aurait déjà pu être celui-là. En 2020, on est arrivé à peu près au gris. Là, c'est du Grenache, Syrah, Cinsault. Ça, c'est du Provence. Et puis, dans une quinzaine d'années maximum, là, on arrivera au Carignan. Alors là, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que c'est Languedoc, des choses comme ça. Donc, et au-delà, c'est plutôt des cépages qui étaient cultivés donc, de l'autre côté de la Méditerranée, qui donnent du Boulaouane, du Sidi Ibrahim, etc. Donc, vous voyez qu'en termes d'indicateurs viticoles, comme c'est des sommes de température basse 10 degrés, en fait, vous avez non seulement l'augmentation de température au-delà de ces 10 degrés, mais l'augmentation du nombre de jours où ces 10 degrés ont été atteints. Donc, ça fait un indicateur qui évolue très, très vite, et probablement plus vite que ce que les viticulteurs peuvent encaisser d'un point de vue technique, etc. Voilà. Je te rends la parole. Merci. Alors, après ces indicateurs agroclimatiques, on peut se poser la question comment on va faire pour s'adapter. Et là, c'est une des dernières diapos qu'on propose. C'est réfléchir un petit peu. Et la première chose, moi, que je proposerais, en tout cas, on en a réfléchi avec les collègues, c'est de mettre en adéquation le potentiel de production et le chargement animal. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où, structurellement, et on en a vu que j'ai vu quelqu'un, là, on a une journée d'analyse de fourrage, quelqu'un qui a 100 hectares sans vaches sur le secteur où il est, enfin plus toute la suite, hein. C'est-à-dire qu'il y en a un chargement qui monte à un 4, un 5, ça veut dire que non, il ne va pas pouvoir continuer à être chargé comme ça. Il va falloir faire différemment. Donc on va analyser le potentiel de production, des fourrages, du sol que j'ai, et on va bien faire cette démarche-là, non pas ce que j'ai découvert moi, quand je suis arrivé dans tout ce qui était fourrage, c'est que les gens ils me disaient, ben voilà, j'ai 100 animaux, il y a 100 animaux, il faut que je les nourrisse, qu'est-ce qu'il faut que j'ai en face? Et en fait, on ne faisait pas bouger du tout la sole. Moi, je préfère la méthode de Nouvelle-Zélande, où on vous dit, voilà, j'ai 100 hectares, ma courbe de l'herbe, elle est comme ça, le potentiel de production de mon sol, on peut l'amener à ça, et en dessus, je mets tant d'animaux. C'est bien faire la distinguo par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à présent comme approche. Alors, mais alors donc, on est bien d'accord, il faut optimiser aussi le potentiel de production. Et à un moment donné, il va falloir travailler l'herbe qui se travaille. Donc la première chose pour travailler l'herbe, ça va être d'optimiser le pâturage pour valoriser l'herbe disponible. Et Vincent nous l'a dit tout à l'heure aussi, on a une évolution climatique, on a une pousse printanière plus importante. Donc il va falloir aller chercher cette pousse printanière, donc être en capacité en tout cas de mettre certains troupeaux à l'herbe très vite pour aller chercher l'herbe à pâturer. Ensuite, mettre, à mon avis, des plantes, mise en place de plantes qui ont un fort enracinement, comme tout ce qui est luzerne, notamment. Là, on a fait des tournées avec les collègues, notamment Christophe Capi, on était en Xintri, et on faisait des rendez-vous terrain avec des éleveurs qui duraient 2 heures. On allait voir des gens qui avaient mis des dérobés, et on faisait le tour. Et on a été voir quelqu'un qui a semé un petit mélange à base de teff. Donc ça, c'est une graminée qui vient d'Éthiopie, mélangée avec du moa, qui est une graminée aussi fourragère gélive, pour essayer de doper un petit peu ses stocks qu'il avait mis derrière de la céréale. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que donc on a vu que c'était vert, que ça attendait l'eau, ça faisait 20 cm, mais ça attendait l'eau pour pousser parce qu'on n'avait pas eu d'eau. Par contre, pour y aller, on a vu les parcelles où étaient les vaches, et elles étaient dans 50 cm de luzerne, mis au fil. Et donc l'agriculteur dans sa sol, il a beaucoup de luzerne. C'est un producteur de vaudelais sous la mer. Il a 63 hectares et il achète chaque année entre 40 et 45 tonnes de marne ou de carbonate. Donc un produit calcaire cru, fin. Ce qui fait que d'un pH 5 naturellement sur le secteur à Goul, on s'aperçoit qu'on peut quand même faire de la luzerne, faire des plantes à fort enracinement. Et le gros avantage, on n'a chopé que 2 orages importants, celui du 11 août. Et grâce au 11 août, il a pu avoir une pousse importante. On a chopé 17 mm, mais ce qui a été quand même favorable au redémarrage des plantes. Donc, choisir des plantes à fort enracinement.
Après, des dérobés après la moisson systématique. Donc ça, là, on a fait lors de ce programme AP3C, on a fait des rencontres agriculteurs. Et il y a des agriculteurs qui nous ont témoigné que oui, systématiquement, eux, ce qu'ils avaient décidé de faire, c'est que dès qu'ils moissonnent, dans les 48 heures, il faut mettre en place une culture dérobée. Donc c'est des dérobés estivales, que ce soit des moas qu'on a cités, des sorgho. Ça peut être aussi du pâturable avec des navets ou autres colzas fourragés. Mais en tout cas, il faut le mettre. Alors après, c'est un coup de poker. Si j'ai de l'eau, ça pousse. Si j'ai pas d'eau, ça fait 5 cm comme ce qu'on a vu chez certains et ça attend l'eau. Mais on ne le sait pas encore, mais on a vu en tout cas qu'on a plus de chances d'avoir des orages. Donc il faut essayer de miser sur cette carte-là aussi, de pouvoir récupérer un peu plus. Et puis développement donc, des céréales et du maïs en altitude, on voit qu'on a climatiquement, on a des possibilités. Donc ça a été partagé avec les collègues, c'est vrai pour la Corrèze, mais pour d'autres départements aussi, où il y a des endroits où ils n'en faisaient pas, et là, ils commencent à en faire dans le 63 et dans la Haute-Loire, ils vont vers ce genre de pratique-là. Et puis ce qu'on a discuté avec les collègues, c'est une gestion pluriannuelle des stocks. C'est-à-dire que l'année où on va faire des excédents de stock, ce n'est pas parce que l'année d'après va être favorable qu'il va falloir tout de suite vendre le fourrage que j'aurai en stock. Il faudra le garder. Donc c'est une gestion bien pluriannuelle pour compenser les événements climatiques comme celui qu'on a connu cette année. Ensuite, on a fait un travail avec tous les autres collègues donc, qui suivent des fermes de référence et on s'est rendu compte en fait qu'il va y avoir une augmentation du ratio stock-pâture, malheureusement. C'est-à-dire que la période hivernale ne va pas forcément augmenter, mais c'est quand on a une deuxième période d'affouragement qui est l'été, alors que traditionnellement en Corrèze, il y a tout le bassin de Brive, Sionniac qu'on connaît. On apporte, en général, c'était du 14 juillet, 15 août, là. On apportait pendant un mois. Mais après, on avait les pluies du 15 août qui faisaient que ça repartait et on pouvait pâturer. Cette année, les pluies du 15 août, on ne les a pas forcément eues. Et donc là, si on fait un petit peu les bilans fourragers sur certaines zones, il nous manque de 1 à 2 mois de fourrage à réaliser en plus. Donc il va falloir augmenter ce ratio stock-pâture. Et puis après, on l'a mis, il va peut-être y avoir une diminution du chargement, de réadaptation en tout cas, pour certaines zones où on est trop chargé, ou en tout cas l'avenir climatique fait qu'on ne pourra plus produire autant de fourrage pour nourrir autant d'animaux. Donc il va falloir se remettre en liste avec ça. Un développement de l'irrigation. Donc ça a été une demande aussi d'une collègue de l'Allier, parce qu'en fait, ils ont une culture de l'irrigation. Comme nous, sur le bas du département, on a des ASA, des réseaux d'irrigation qui existent. Dans les zones où c'est possible, en tout cas, ce qu'on s'est rendu compte dans les cas types, c'est que ça ne va pas permettre d'augmenter beaucoup, mais ça va surtout permettre de sécuriser les productions. C'est-à-dire, par exemple, on a un éleveur là, qui a fait des céréales, et derrière ces céréales, il a mis des sorgho. Et le sorgho, il a fait germer en mettant 20 mm de flotte. Et ça lui a permis, en tout cas, d'habitude, il me disait, c'est 100 boules de foin qui sont données chaque été. Cette année, grâce aux surfaces en sorgho qu'il a pu mettre, c'est 40 boules de foin. Donc c'est le gars avec l'Ergeau qui est sur l'Ignerac qui a mis cette expérience en place. Donc les réseaux d'irrigation, il faudra y penser. Alors c'est l'eau d'irrigation, mais c'est aussi de l'eau d'abreuvement, parce qu'on voit bien que lorsqu'on a une vache qui boit 100 litres d'eau par jour, lorsqu'on a un troupeau de 100 vaches, ça fait 10 mètres cubes qui s'en va. Et je vois bien, habitant sur la Xaintrie, on a pas mal de soucis d'abreuvement pour les troupeaux, mais aussi pour le partage de l'eau pour les autres citoyens qui habitent sur les communes. Et puis, quel est l'avenir des AOP aussi? Parce qu'il y a des choses qui sont restrictives. Et vous avez bien vu que dans le schéma qu'on a montré, on a une pousse plus importante qu'il faudra aller chercher au printemps. Ça veut dire qu'il faut une voie humide, c'est-à-dire faire de l'arrubanage ou de l'ensilage. Et il y a certains AOP qui vont être bloqués aussi à cause de ces cahiers des charges-là particuliers, où il faudra peut-être faire une ouverture de possible. Donc en tout cas, c'est à réfléchir parce que ça impacte jusqu'à l'AOP. Un collègue de la Dordogne me disait, donc il y a une AOP de Porto au Portugal, ils ont changé l'aire géographique puisqu'ils ont bougé de 100 km. Ils estiment en fait que chez eux, il y a un endroit où on ne pourra plus le faire et donc ils ont déjà anticipé les choses. Et puis c'est aussi sur l'isolation des bâtiments parce qu'on va avoir donc des phénomènes de gros caniculaires qu'on a connus, il faut des bâtiments qui puissent accepter ça. On n'a pas trop construit ça chez nous, c'était plutôt pour se protéger du froid. Mais là, on s'aperçoit que les vaches, pour certains laitiers, on faisait pâturer la nuit. Et en fait, le jour, elles étaient à l'intérieur parce que le bâtiment n'était pas trop mal conçu, quoi. Donc il y a plein d'adaptations comme ça qu'il faudra faire. Et puis plein de choses aussi et d'autres à inventer qu'on n'a pas forcément trouvées. Là, au jour d'aujourd'hui, si je le ramène à l'actualité,
ce qu'on propose aux éleveurs pour sécuriser les stocks fourragers pour l'année à venir, hein, donc à court moyen terme, c'est de mettre en place des dérobés qui sont un mélange de céréales et protéagineux qui nous permettent de faire des stocks fourragers de façon précoce dans lesquels on associe une prairie qu'on va semer. Donc au jour d'aujourd'hui, là sur la Haute-Corrèze, on est plutôt que sur des raies gras. Sur la Basse-Corrèze, on pourra remettre des raies gras trèfle. Mais en faisant ces techniques-là, donc de métail semé à l'automne, je roule, je sème la prairie en même temps, ou je le décale au printemps, on arrive à sécuriser les stocks. C'est un moyen. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas types que l'on a fait avec les collègues, on s'est aperçu d'une chose, c'est que l'impact du climat 2050 va modifier structurellement nos exploitations et on n'arrive pas à compenser le manque de fourrage si on reste à surface équivalente. On va être obligé de modifier nos systèmes. Voilà. Merci de votre attention. Donc on peut discuter ou essayer de répondre. C'est plus un constat qu'une question, mais je me rends compte sur le secteur, je suis du secteur de Beaulieu-sur-Dordogne, donc avec une augmentation des températures, mais surtout des coups de chaleur, mais une augmentation aussi des orages donc, qui arrivent à sauver des couverts. Je me rends compte que le système toute herbe est à bannir. Je m'explique, chez nous c'est plutôt des raies gras hybrides trèfle violet pour avoir une grosse coupe, 2 voire 3 coupes au printemps. Après fini, terminé, on a un peu long grillé. Peut-être qu'il faudrait qu'on pense à avoir la prairie comme une céréale, quitte à réimplanter derrière une dérobée pour essayer de faire quelque chose l'été. On est plutôt parti sur des orges pour avoir plus de temps et semer des dérobés plus tôt. Des dérobés, je pense, pour aussi économiser du gasoil, quitte à les faire pâturer. Je vois sur du sorgho, j'ai réussi à faire pâturer un lot de 30 vaches sur 3 semaines. Ce qui m'a économisé 2 boules par jour, donc multiplié par 30, ça fait quand même du fourrage en moins. Par rapport à l'herbe, je pense qu'il faut vraiment plus la penser comme une culture pérenne, même si on sait qu'elle va revenir l'année d'après, mais quitte à y implanter un couvert dessus. Ouais, alors effectivement, donc c'est vrai que c'est le cas des raies gras trèfle. Ils poussent beaucoup au printemps et dès qu'il fait très chaud après, ça s'arrête. Par contre, c'est le trèfle qui peut prendre le relais. Mais effectivement, dans le groupe, vous êtes parti en fait des semis directs, donc sans déstructurer le couvert. Donc on peut recharger et c'est ce qu'on a fait et ce qu'on propose. Enfin, on a fait des démonstrations là-dessus pour essayer de redynamiser la pousse. Parce qu'effectivement, il y a l'impact de la chaleur. Et puis, on l'a bien vu cette année, là, les couverts sont vraiment abîmés. Ce n'est pas qu'une année, c'est une deuxième année de canicule. Je rappelle qu'on est en déficit. On n'a que 60 à 65% du volume d'eau qui est tombé du mois de juillet au mois de août de cette année, si on fait sur 13 mois. Et en plus, on a des températures très, très importantes puisqu'on a deux canicules. Donc, effectivement, en tout cas, l'herbe, c'est une culture. On n'avait pas forcément cette habitude-là. On allait faire, entre guillemets, de la cueillette, quoi. Mais non, ça se cultive, il y a des façons de faire, il y a des amendements à faire, et il y a peut-être des sursemis, pourquoi pas, en tout cas, à apporter. Et après, c'est peut-être, raies gras trèfle, c'est intéressant, mais raies gras trèfle et luzerne, pourquoi pas. De rajouter quelque chose dans nos climats basse-corrèze, quid des cultures des prairies permanentes où on fait qu'une coupe et après il n'y a plus rien, même qui ont du mal à repartir pour le printemps prochain. Donc, alors c'est vrai que elles ont un enracinement qui est ce qui est, il y a un sol qui est ce qui est aussi, avec une fertilité qu'on leur apporte ou pas. Mais là aussi, là, pas plus tard que ce matin, Christophe est parti voir des collègues dans le Cantal où ils font du sursemis de métail dans des prairies vivantes. Donc avec des semoirs directs un peu particuliers. Donc celui qui marche bien, c'est plutôt le Hutchinson qui va travailler sur 2-3 cm pour faire de la lumière, faire de la terre fine. Et il y a des mélanges à base de seigle forestier avec des vesses et du pois qui sont sursemés dans la prairie permanente, qui permet de doper la première coupe et qui a un effet aussi, le deuxième effet qui se coule, on va dire, c'est que ça permet de relancer, ça aère un petit peu la prairie et ça permet de regagner en quantité sur la deuxième exploitation qui n'est que du pâturage. Donc c'est peut-être une manière de faire, sans les démonter, mais de les
réimplanter des choses dedans. En tout cas, tout est à refaire, enfin à construire. Et ce qui est intéressant là, c'est les groupes dont tu fais partie, c'est l'échange que l'on fait, c'est-à-dire que l'information, elle ne vient pas d'en haut, hein. Elle est co-construite avec les agriculteurs, c'est ce qu'on fait au sein des groupes avec tous les collègues, et c'est là qu'on avance beaucoup plus vite, parce qu'en fait, c'est pas un essai que l'on fait, mais c'est une vingtaine d'essais sur une zone, plus un autre, et on échange tout ça, et c'est là comme ça qu'on va arriver, quoi. Si c'est la dernière, il n'y a pas d'autres questions? Non, mais j'ai. Ah, ben si, il y en a d'autres. On parle de modifier les cultures, ou, que ce soit l'herbe ou autre, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas envisager de déplacer des troupeaux dans des zones qui sont plus ou moins laissées à l'abandon, et une exploitation ou un agriculteur qui a 100 ou 150 hectares, il va laisser tout un tas de terrains qui sont moins mécanisables, voire qui ne sont pas loués. Et à certains moments, est-ce qu'il ne faut pas revoir le fait de déplacer des troupeaux sur des territoires? Type phénomène transhumance, vous dites, localement, c'est-à-dire ouais, que sur la Corrèze, tout le monde connaît des zones humides qui sont dans des endroits qui sont plus accidentés et qui actuellement ne sont peut-être pas utilisés comme ça a pu l'être dans des années passées. Mais effectivement, on va devoir s'adapter de toute façon. Si je prends le parallèle que me disait le collègue de l'Aveyron, sur l'Aveyron, il y a un endroit, il y a des zones où en fait, c'est pas du bovin qu'ils font, c'est du mouton. Tout simplement parce qu'il est plus adapté. Donc ils se sont adaptés en changeant l'espèce. Alors, effectivement, on peut changer l'espèce, on peut changer aussi géographiquement. Il y a des zones auxquelles on va aller faire pâturer qu'on n'utilise pas au jour d'aujourd'hui, mais oui, on va être obligé de modifier nos pratiques et de réutiliser des parcelles qu'on a peut-être abandonnées. Ouais. Dominique. C'est pas une question, c'est juste une constatation. Il y a déjà des démarches engagées au niveau de changement de culture, semis, etc. Il y a des actions de la Chambre qui sont faites depuis longtemps d'ailleurs. Nous, ce qu'on constate sur l'exploitation, et je suppose que j'entendais Sébastien Soulier tout à l'heure l'évoquer, ce qu'on constate, c'est quand même bien une augmentation du coût de production qui est quand même très, très, très importante. Parce que, pour deux raisons. Parce que d'abord, il faut acheter les semences. Ensuite, c'est du travail en plus, donc du temps en plus. Et quoi qu'il en soit, si on augmente les surfaces, on est toujours dans ce même schéma, quoi. Et moi, c'est aujourd'hui, c'est jusqu'où? Parce qu'à un moment donné, on voit bien que on a parlé des situations des exploitants agricoles, notamment en élevage bovin, qui sont complexes. Les revenus ne sont pas au rendez-vous. Si on rajoute donc du SMI et du travail en plus, à un moment donné, il faudra aussi faire ces calculs pour voir la rentabilité ou viabilité du schéma bovin. Mais c'est juste une constatation. Donc, moi, j'avais une remarque plus générale par rapport au travail que vous menez. Comment il s'intègre par rapport à d'autres études et d'autres programmes? Et je parle pour nous sur le département avec celui qui a été mis en place, qui est Dordogne 2050. Et comment vous arrivez? Est-ce que vous avez une relation et vous l'intégrez dedans, puisque dans votre adaptation, vous parlez d'irrigation, et dans le Dordogne 2050, au contraire, ils n'aimeraient pas voir cette ligne apparaître, quoi. Donc, je ne sais pas comment... D'un point de vue climatique, oui, il y a l'aspect climatique et puis après les perspectives d'aménagement qu'il y aura derrière aussi. Oui, je comprends. Bon, moi, je peux répondre que sur le climat. Il se trouve que dans la totalité des autres projets d'adaptation au changement climatique, dans le réseau des chambres et même assez largement ailleurs, ce qui est utilisé, ce sont des projections climatiques dont on ne s'est pas assuré qu'elles soient compatibles avec le changement climatique tel qu'il se produit réellement. Et de fait, elles ne sont pas du tout compatibles, surtout au printemps d'ailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle, au sein de la P3C, on a décidé de fabriquer nos propres projections climatiques qui sont compatibles avec ce qui se passe. Et je peux vous assurer que ça vous donne des perspectives d'évolution radicalement différentes. Voilà. Donc nous, on répand la bonne nouvelle, si vous voulez, le plus qu'on peut,
Mais lorsqu'on nous met des évolutions en général qui apparaissent vers 2050, voire 2070, qui sont dépassées par le climat actuel, on ne peut pas travailler avec. Pas mieux. Merci. Non, ce n'était pas une question, mais c'était juste une intervention. Alors, pour vous remercier d'abord pour cet exposé très intéressant sur à la fois la situation et puis les possibles issues. Ce n'était pas le sujet, mais quand même, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que les causes du réchauffement climatique, elles ne sont pas forcément là où elles se situent aujourd'hui. Il ne faut pas oublier quand même que les causes du réchauffement climatique, et à la région, là, il y a eu des études, on a fait Néoterra, et elles sont plus dans la production d'énergie, électricité, chauffage, dans le carburant, dans l'hyperconcentration humaine, plus que dans les politiques territoriales, enfin, dans la déforestation, dans la production agricole, l'élevage, bien qu'il faille le faire évoluer, vous l'avez très bien montré. Donc ça, c'est très important, mais quand même, et il faut faire attention aujourd'hui dans la demande sociale à ne pas mettre le doigt sur les responsabilités et à ne pas responsabiliser uniquement le monde rural et le monde agricole. Alors ça, vous ne l'avez pas fait, puisque là, ce n'était pas le sujet, mais c'est des débats quand même qui ont eu lieu ça, au Conseil régional dans le cadre de Néoterra, et je pense que c'est bien de le rappeler, et il faut que ça soit rappelé. Après, dans la transition, on voit bien qu'il y a des choses qui se font déjà. Enfin, dans l'agroécologie, Pierre en parlait tout à l'heure, il y a la Chambre qui fait des tas de choses. Il se fait des choses aussi dans les lycées agricoles. Il faudra un accompagnement quand même. Il y a besoin d'un accompagnement technique, mais c'est bien ça qu'on prépare dans le plan de modernisation et de transition des élevages. Les choses, elles ne se feront pas toutes seules. Il y a de la technique, mais il y aura aussi besoin de réorienter une partie des aides, une partie de l'accompagnement. Et ça, c'est un travail qu'on va mener avec la nouvelle PAC qui arrive, enfin, et puis également dans les politiques régionales. Ça, c'est très important. On ne peut pas laisser les éleveurs tout seuls face à des évolutions comme ça. Il faut que les collectivités, l'État, tout le monde prenne sa part là-dedans, quoi. Et en tout cas, on va essayer de le faire. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Stéphane par rapport à la production ovine, qui a dit tout à l'heure qu'il fallait exploiter plutôt les terrains au printemps. Donc on a une espèce qui est très adaptée sur le département, et une race, et qui aussi sait aussi exploiter les zones humides du département, puisque déjà elle le fait déjà. Donc ça fait partie aussi, je pense, des adaptations. Au lieu d'être en mono espèce, on peut aussi travailler avec plus de diverses productions pour s'adapter. Voilà, c'était juste un rappel. Du coup, c'était pour revenir sur ce que disait M. Bessery par rapport à l'adaptation économique des élevages. Je pense que Stéphane l'a un peu souligné dans sa présentation, dans le sens où il a précisé que l'adaptation ne pouvait pas se faire sans changer le chargement. Or, aujourd'hui, du chargement dépend le produit brut des exploitations, duquel dépend derrière le revenu des élevages. Donc on a un problème, je pense, pour décharger des exploitations, c'est où on reste à surface constante et on perd en produit et on va dégrader le revenu des exploitations et des exploitants, où on arrive à avoir des exploitations qui s'agrandissent. Donc il y aura certainement à réfléchir sur la répartition foncière et le partage du foncier et à l'accès à cette ressource qui, à mon avis, risque de poser des difficultés. Voilà. Donc, alors, si je rebondis là-dessus, sur on a fait des différents cas types, sur les cas types, on a fait différentes modifications du climat. Et qu'est-ce que je peux répondre face au changement climatique avec une baisse potentielle de 20 ou 30% de rendement en fourrage? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y aura pas qu'une solution.
Ça sera de la mise en place, par exemple, de métailles qui me permettra de faire plus de fourrage au printemps pour limiter cette perte de fourrage. Ça sera peut-être aussi d'avoir peut-être un peu moins d'animaux ou de récupérer un peu de terrain, mais aussi de faire des dérobés. Ça, on a fait des modulations avec des dérobés qui permettent en fait de compenser. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, grosso modo, on perd entre 15 et 20% du revenu, déjà qui ne sont pas très élevés, mais ça impacte beaucoup. Donc là, il y a tout à reconstruire. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à travailler pour essayer de prospecter, de trouver des solutions. Juste pour préciser, par rapport à ce que disait Pierre, en parallèle des actions techniques et pratiques sur l'exploitation, il y a toujours cette réflexion de comment on organise la rotation et quel coût ça a. Et aujourd'hui, on essaie d'associer sur les visites terrain non seulement la partie technique, mais aussi la partie mise en place, tout ce qui est itinéraire culturel, parce qu'en fait, c'est un ensemble. L'idée, c'est d'avancer de manière globale sur le système d'exploitation et pas uniquement juste sur le point technique ou sur le stock, mais vraiment sur le système global de la structure. Donc la réflexion, elle n'est pas uniquement sur le stock ou sur la culture, mais elle est sur l'ensemble de l'exploitation. C'est pas une question, c'est aussi une proposition. Les lycées agricoles ont 5 missions, dont une est de mener des expérimentations. En Corrèze, nous avons la chance d'être 3, un en Haute-Corrèze, un en Moyenne-Corrèze et un en Basse-Corrèze. Et nous sommes tout à fait partants pour mener avec la Chambre et avec les experts des expérimentations sur des itinéraires, sur des recherches d'adaptation. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à nous solliciter, parce que c'est bien notre mission. Oui, je suis très intéressé par toute la somme de boulot que vous avez faite et que je découvre. Je voulais savoir si pour les filières de fruits et légumes, vous seriez prêt à nous aider à avoir des données pour approcher un peu les évolutions qui nous attendent en arbo, mais aussi en maraîchage ou autre culture. Alors, il faut bien comprendre que le projet n'est pas un projet de recherche agronomique. C'est-à-dire que pour qu'on puisse faire quelque chose, il faut que vous nous ameniez votre indicateur. Si vous n'avez pas idée de ce que peut être votre indicateur vis-à-vis de votre culture, on ne pourra pas vous aider. Par contre, si dans la littérature scientifique ou s'il y a une certaine habitude qui est produite sur tel ou tel indicateur, oui, on peut vous le calculer. Voilà. Après. Ça répond à votre question ? Alors, l'interlocuteur, comment dire, moi, je suis mis à disposition venant de l'extérieur des chambres d'agriculture. Il y a deux manières de voir les choses. Le plus direct, c'est de voir la chambre d'agriculture de la Creuse qui dira qu'il prend, je ne sais pas quel pourcentage de mon temps de travail et puis qu'il la transmet à tel ou tel organisme. Après, si c'est une demande comme ça directe, la réponse, ça sera prestation, quoi. Donc, les négociations, c'est pas moi qui m'en charge. Moi, je fais le boulot, simplement. Qu'est-ce que... attendez, je ne comprends pas, l'INRA de T. C'est-à-dire que l'INRA fait partie du comité de pilotage du projet AP3C. Et il y a un chercheur donc, de l'INRA de T qui, effectivement, est intervenu à chaque fois au comité de pilotage du projet AP3C. Donc, ils sont dedans, quoi. Voilà. Oui, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je voulais... au nom de vous tous, remercier Vincent Caillez et remercier aussi le département de la Creuse, son président, puis aussi l'animateur du CIDAM qui s'appelle Olivier Touran, qui est responsable du dossier P3C. Je voulais simplement, peut-être pas refaire le débat, mais franchement, je pense que toutes les réactions sont toutes positives. Ce que je trouve de très appréciable, c'est que sur la colonne que vous avez mis au dernier sujet, hein, Stéphane Martignac, merci aussi d'avoir participé. Y en a un qui nous pose tout ce débat, c'est celui de la désintensification et celui de la baisse de chargement. Parce qu'on voit tous que c'est un piège sur lequel on ne peut pas envoyer nos agriculteurs, en particulier par l'agrandissement des exploitations et par la diminution de la vente d'animal par hectare.
Si un agriculteur n'a plus que 0,3 broutard à vendre à l'hectare, ça ira pas bien loin. Et c'est aujourd'hui un peu, malheureusement, la seule piste qui est un peu utilisée par les uns et par les autres. Et je crois que dans cette démarche-là, et au suivi de ce qu'on a dit tout à l'heure à la session, cette volonté forte de remettre du technique au sens du débat, moi je trouve ça parfait, parce que tous les éléments qui sont marqués là sont tout à fait positifs pour l'agriculture. Et je voudrais en profiter aussi pour dire que, et je suis content que l'administration et les élus sont là, c'est qu'on passe notre temps à dire des contradictions. Tout ça pour le populisme ambiant et pour l'électoralisme ambiant. Je veux dire, aujourd'hui, on est un certain nombre à avoir dit que le maïs s'adapte à l'altitude, que le maïs ne consomme pas d'eau et que le maïs fait partie d'une des cultures qui permet de sécuriser les exploitations. C'est qu'une chose, donc le monde agricole le dit, les experts le disent aussi, mais quand vous passez le cap de certaines instances, on vous dit ben non, non, le maïs c'est une plante tropicale, ça vient d'ailleurs, c'est pas bon, etc., etc. Donc ça permet aussi ce genre d'éléments de confronter les réalités. J'en prendrai qu'une autre, mais elle est beaucoup plus politique et beaucoup plus, difficile à manœuvrer et que vous connaissez par cœur, c'est que le CIDAM a fait de son sujet premier, avec un cluster, l'herbe. L'herbe qui est la signature du Massif central et qui doit permettre de nous faire développer. Et quand vous avez des réunions avec l'ensemble des opérateurs qui touchent l'herbe, que ça part des parcs naturels, que ça va jusqu'aux instances de développement, j'ose pas dire à minima, et ça arrive au champ d'agriculture, la vision de l'herbe, notamment la naturelle, elle passe par ces précisions que vous avez évoquées tout à l'heure, la fragilité du dispositif herbe prairie naturelle, alors que de l'autre côté, vous avez aussi les consommateurs qui attendent de l'herbe fleurie avec beaucoup de petites fleurs et qui ne poussent pas beaucoup, c'est pas grave pour eux, quoi. Et donc, on est dans ce dilemme-là où, derrière, il va falloir qu'on accompagne aussi le grand public, les politiques, à nous faire admettre que les réalités que nous, on voit là avec le développement technique, ce n'est pas forcément celles qui sont véhiculées par les médias et quelques groupes archi-minoritaires qui sont plutôt sur la décroissance que sur le développement de nos territoires. Donc je voulais quand même le redire un peu aussi parce que je pense que on peut toujours trouver des choses positives et négatives. J'en citerai qu'une, mais pour ne pas allonger le débat. Hier, j'étais à Paris sur une réunion de l'AFDI sur donc développement international. L'Afrique, vous parliez tout à l'heure des causes du réchauffement climatique, et l'Afrique subsaharienne, qui est absolument pour zéro responsable du réchauffement climatique et du dérèglement climatique, va avoir le facteur multiplié par 2 de ce qu'on a sur les territoires. C'est-à-dire que quand on aura, nous, d'après ce qui s'est dit, alors moi je ne suis pas spécialiste, mais ce qui nous a été dit, c'est que quand on aura du -4, nous, eux, ils auront du -8. Et je veux dire par là, quand nous on dit qu'on est malheureux, il y a encore des fois des plus malheureux que nous. Mais bon, je dis ça un petit peu sous la forme de questionnement parce qu'on est tous à se poser des questions, on est tous à se dire que la vérité certaine, on ne la détient pas, que derrière aussi, l'objectif c'est de travailler ensemble, mais surtout sur ces volets techniques, que je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'espérer, hein, avec ce que vous voyez là, avec derrière les expériences qui sont faites, avec les métailles, avec les cultures de printemps qui absorbent le maximum d'eau. Voilà, donc merci à vous toutes et à vous tous. Je remercie particulièrement les lycées d'enseignement. Comme tu l'as dit, Laurence, nous, on voudrait bien et on va travailler avec vous justement sur cette expérimentation parce qu'elle est importante et qu'on apporte des chiffres vrais. On l'a dit à l'INRA quand elle est venue vous voir, quand elle est venue nous voir. L'INRA aussi, il faut qu'elle perde l'habitude aussi. Mais quand il y a des chiffres qui arrivent comme ça dans leur documentaire, plutôt que de mettre le pied dessus et de ne pas en parler, ben les choses qui sont des évidences, il faut aussi les remettre au grand public, les redonner au pouvoir public et les redonner au grand public. Voilà, donc je pense que c'est très positif, ça a été très 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 intéressant. Et je vous convie toutes et tous qui êtes restés courageux jusqu'à la fin de nos débats à aller une petite dégustation. Caroline à la sortie, et merci pour tout le personnel de la Chambre qui s'est associé à la réussite de cet événement. Et merci pour Radio Corrèze, Télé Corrèze, pardon. Mais radio aussi d'ailleurs. Bravo.